Merci à Philippe Mérieux de sa présence ce soir et merci à notre témoin local, Sarah Bassi, que je présenterai plus tard. Alors, je voudrais déjà d'entrée dédramatiser une situation. Certaines se sont offusqués assez vivement d'ailleurs de ce que le titre de notre cycle de conférences soit « Comment être un homme libre ». Être un homme libre, malgré le poids des lobbies qui pèsent sur notre situation écologique et sanitaire, et nous recevrons Michel Rivasi le mois prochain. Être un homme libre au sein d'une société soumise à la pression des nouvelles technologies, et là ce sera la conférence avec Roland Gori que nous aurons au mois d'avril. Et enfin, être un homme libre malgré ou grâce à l'éducation. Je voudrais qu'il soit clair que c'est moi qui ai choisi le titre « Comment être un homme libre ». J'en assume, si je peux dire, la paternité. Il est vrai que nous aurions pu écrire un homme ou une femme libre. C'est ce que veut l'écriture inclusive. Nous aurions pu dire un humain libre. Pour moi, un être humain ne se réduit pas à son sexe, et j'ai écrit homme libre du latin homo, et j'ai pensé que c'était juste. Et s'il y a des personnes, si certains ou certaines en ont été choqués, j'en suis sincèrement désolée, mais je redis que Philippe Mérieux n'est pour rien dans le vocabulaire utilisé. Et alors, pour le prouver, montrer qu'on ne peut vraiment pas l'accuser de sexisme, j'ai retrouvé ce passage dans une interview, c'est une interview qu'il avait donnée au magazine Cosette. Il disait: à l'école, les filles sont celles qui travaillent et les garçons ceux qui sont intelligents. C'est très choquant. C'est très choquant parce qu'on en voit les effets concrets dans les orientations. L'institution, subrepticement, corrige les meilleurs résultats des filles par des orientations moins bonnes, et c'est désastreux. Les profs, l'institution et la formation doivent être très attentifs pour ce qui concerne l'observation des stéréotypes filles-garçons. Leur déconstruction systématique doit faire partie de la formation initiale et continue des enseignants, car ils ont une conséquence scandaleuse. Voilà. Philippe Mérieux, vous êtes originaire du sud de la France. Très tôt, vous avez milité dans les mouvements d'éducation populaire. Vous avez fait, après un baccalauréat littéraire, des études de philosophie et de lettres à Paris. Puis préparé et obtenu un CAP d'instituteur pour enseigner dans le premier degré. Vous avez été successivement professeur de français en collège et de philosophie en terminale, avant de prendre des responsabilités pédagogiques et administratives, directeur de l'Institut des sciences et pratiques de l'éducation et de la formation de l'Université Lumière Lyon 2, directeur de l'Institut national de recherche pédagogique, directeur de l'Institut universitaire de formation des maîtres de l'Académie de Lyon. Pendant tout ce temps, vous avez toujours conservé des charges d'enseignement auprès d'élèves et d'étudiants. Vous avez soutenu une thèse d'État ès-lettres et sciences humaines en 1983 et vous êtes professeur des universités émérites en sciences de l'éducation. Il se dit que vous avez eu l'oreille de nombreux ministres de l'éducation, et c'est peu de dire que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous avez également été vice-président de la région Rhône-Alpes, délégué à la formation tout au long de la vie, de 2010 à 2015. Vous êtes l'auteur de quantité d'ouvrages qui ont alimenté la formation de générations d'enseignants, de Apprendre en groupe à C'est quoi apprendre, en passant par Émile revient vite, ils sont devenus fous, où vous mettez en avant l'éthique et la question de la place de l'autre dans le processus éducatif. Les 8 fascicules sur l'éducation en question, le pédagogue et les droits de l'enfant, histoire d'un malentendu, le choix d'éduquer, et en 2018, école alternative, neurosciences et bonne vieille méthode, pour en finir avec le miroir aux alouettes. J'ai trouvé la plupart de ces informations sur votre site, qui est, il faut le souligner, d'une grande richesse pour tous ceux qui s'intéressent à l'éducation. Mais revenons au thème d'aujourd'hui, si tant est que nous l'ayons quitté. Nous sommes ici dans une MJC, un lieu dévolu à l'éducation populaire. Il n'est pas inutile de le rappeler, à l'heure où ces mots peuvent sembler désuets, au point d'ailleurs qu'ils ne figurent plus dans l'intitulé d'aucun ministère. Un lieu donc où l'on tâche de se donner les moyens de comprendre le monde pour pouvoir le transformer. C'est dire si l'humain libre nous concerne. Alors votre approche ne peut que résonner en nous.
j'ouvre les guillemets, ni interdit discrétionnaire, ni laxisme démissionnaire, mais mise en situation de réflexion par une autorité qui s'assume, une autorité qui autorise à s'informer, à découvrir, à réfléchir, à délibérer, à se confronter pacifiquement à l'autre, à se décentrer pour voir les choses sous un autre point de vue, à imaginer des hypothèses inenvisageables, bref, à penser par soi-même. À l'école, dans la vie associative, dans la famille, vous dites que puisque l'enfant naît infiniment démuni, il faut bien que les adultes lui présentent le monde et décident à sa place de ce qu'il doit apprendre pour accéder à l'autonomie et à terme renouveler le monde. Mais évidemment, ajoute Hannah Arendt, à toute éducation, il faut fixer un terme, au risque sinon de basculer dans le totalitarisme, c'est-à-dire dans un régime politique où certains adultes continuent à décider pour les autres de leur bien, c'est-à-dire les considèrent comme des enfants. La séparation de droits entre les enfants que l'on éduque et les adultes qui décident de leur sort est donc fondatrice de la possibilité même d'un État démocratique. On comprend qu'entre la liberté de l'enfant et celle de l'adulte se situe la place de celui qui est enseignant, animateur, parent. Reste cette question. Comment Philippe Mérieux, vous avez la parole. Merci. Merci de votre accueil. Vous voyez, j'enlève la veste. C'est pas du tout le signe d'une agressivité quelconque, mais simplement de se mettre en harmonie avec la température de la salle. Alors, merci de m'inviter une nouvelle fois ici, dans cette MJC, dans un cycle d'éducation populaire, et je suis très attaché, comme vous, à cette formule, à cette tradition, à cette histoire, très ancrée dans la tradition française de l'éducation populaire, d'une éducation qui ne s'arrête pas avec l'école, d'une éducation qui ne s'arrête pas avec les lieux éducatifs traditionnels, mais qui devient une éducation tout au long de la vie pour chacun et pour tous, à travers les échanges multiples qui sont organisés dans cette EMJC en particulier. Alors je suis à la fois très heureux et très inquiet parce que quand vous m'avez sollicité il y a déjà quelques mois, j'ai accepté bien volontiers. Vous m'aviez déjà sollicité l'année dernière et l'année d'avant, et ça avait été un petit peu difficile d'accepter votre invitation à ce moment-là. Mais j'ai accepté bien volontiers et je vous ai donné un titre dont je n'ai pas mesuré du tout à l'époque qu'il était absolument intraitable. Et c'est à partir du moment où je me suis mis à réfléchir pour préparer cette rencontre que je me suis aperçu que j'avais été particulièrement ambitieux en vous proposant ce titre, Éducation à la malédiction des certitudes. C'est un titre qui demanderait une multitude de travaux et d'éclairages. Je vais donc me contenter de l'explorer avec vous. Je ne vais en aucun cas vous asséner un cours magistral, ni même un exposé structuré d'une manière rigoureuse. Je vais vous inviter à une promenade, je vais vous inviter à une réflexion collective autour de ce thème des rapports entre l'éducation et la certitude. Et puis, bien sûr, derrière, ce qui se profile, ce sur quoi nous discuterons, grâce à vous, mais aussi avec vous-même, si vous le souhaitez, c'est la question de l'éducation à la liberté. L'éducation à la liberté qui est au cœur de cette série d'interventions que vous avez programmées ici. Alors, je vais commencer cette intervention par quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais qui est lié à mon histoire personnelle et ensuite aux travaux que j'ai conduits avec mon laboratoire de recherche et qui m'ont amené à interroger de très nombreux enfants, jeunes et moins jeunes. Contrairement à ce que racontent un certain nombre de gens, gentils par ailleurs, qui s'ébahissent devant l'enfance curieuse de tout, je ne crois pas que les enfants veuillent spontanément apprendre. Je pense que les enfants ne veulent pas spontanément apprendre. Je pense qu'ils veulent plutôt spontanément savoir, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et qu'ils préfèrent même savoir sans apprendre. Parce qu'apprendre est compliqué, demande du temps, exige de déployer des efforts, et que tout cela demande de se mettre en route et de ne pas se satisfaire précisément du savoir. Alors,
Vous entendez ce que je viens de dire? Apprendre, c'est ne pas se satisfaire de savoir. C'est chercher à savoir, mais ne pas se satisfaire de savoir. Alors on peut remonter un tout petit peu dans le temps et en venir au-delà de l'enfance, en amont de l'enfance, au bébé dans le ventre de sa maman. Le bébé dans le ventre de sa mère, il est dans une situation, en principe, sauf problème majeur, de félicité absolue. Il est logé, nourri, blanchi, il n'y a rien qu'il ne désire. Pourquoi il naît immédiatement? Satisfaction. La naissance, pour un enfant, c'est l'entrée dans la frustration. La frustration, c'est le fait de ne pas avoir ses parents quand on voudrait qu'ils soient auprès de soi, d'avoir faim et de ne pas avoir immédiatement à manger, d'être mouillé, de ne pas être immédiatement changé, d'avoir des pulsions, des désirs qui ne seront plus spontanément, immédiatement et complètement assouvis. Or, l'enfant peine à entrer dans la frustration. Avant de vouloir tout savoir, il veut tout avoir. Il veut avoir tout de suite, comme il l'avait, comme il l'était dans son état antérieur. Et il faut qu'il découvre, et ça va être une découverte qui va être un peu douloureuse pour lui, qu'il n'est pas le centre du monde, que ses parents peuvent être occupés à autre chose qu'à lui, que s'ils sont en retard, c'est pas forcément parce qu'ils ne l'aiment pas ou qu'ils l'ont abandonné, c'est simplement parce qu'ils sont pris par d'autres activités. Il faut que l'enfant apprenne donc à attendre. Cet attendre, c'est un apprentissage compliqué et douloureux à faire pour chacun d'entre nous. Attendre. Attendre et basculer, c'est ce que je dis en général quand j'explique cela d'une manière relativement approfondie, c'est basculer de la pulsion au désir. Qu'est-ce que c'est qu'une pulsion? Une pulsion, c'est une espèce de volonté de voir réaliser quelque chose immédiatement, d'avoir satisfaction tout de suite. Dans la pulsion, on pourrait représenter les choses en disant énergie, pulsion, satisfaction et retour à l'électron encéphalogramme plat. Le désir, ça n'est pas du tout cela. Le désir, c'est ce qui se caractérise par le fait que quand c'est réalisé, le désir n'est pas tué. Le désir d'apprendre, par exemple, n'est pas tué par le fait d'avoir appris, mais au contraire, quand j'apprends, j'ai encore plus envie d'apprendre. De la même manière que le désir de la présence de l'être aimé n'est pas aboli par la satisfaction de la pulsion sexuelle. Ou alors, si c'est le cas, c'est que l'être n'est pas complètement et vraiment aimé. Accéder au désir, c'est accéder à quelque chose qui ne s'épuise pas par la satisfaction de la pulsion. C'est accéder à cette capacité de pactiser avec le temps et même d'occuper le temps par l'espérance et non pas en ruminant le fait qu'attendre c'est frustrant. Le désir, c'est transformer la frustration en espérance, transformer l'attente en demande et en bonheur d'attendre ce qui va arriver. Je vous le disais, l'enfant veut spontanément avoir et il veut spontanément savoir. Il veut spontanément avoir et spontanément savoir parce que tout cela le comble. L'avoir comble ses pulsions, le savoir comble son angoisse. Et en particulier son angoisse qui je suis, d'où je viens. Et il a le sentiment que avoir, posséder, être satisfait chaque fois qu'on demande quelque chose, savoir, être sûr, accéder à la certitude, c'est aller vers la plénitude, aller vers le bonheur, aller vers la satisfaction complète. Alors, l'hypothèse que je voudrais examiner avec vous ce soir, c'est que grandir, et grandir à la liberté en particulier, c'est se mettre en marche de cette aspiration à la plénitude vers l'acceptation de l'inquiétude. De l'inquiétude, de l'interrogation, de l'inconnu. Grandir, c'est renoncer à savoir sans apprendre. C'est délaisser les satisfactions suffisantes des explications totalisantes qui vous disent « c'est comme ça, un point c'est tout ». C'est rompre avec les systèmes qui prétendent en finir une bonne fois pour toutes avec les pourquoi et écarter définitivement la question du comment.
Grandir, c'est accéder à une attitude qui est une attitude de chercheur et non pas à une attitude qui est une attitude de possédant. C'est accepter que l'on cherche et non pas que l'on possède la vérité. Or, grandir, et c'est quelque chose que probablement nous discuterons ensemble, est probablement plus difficile encore aujourd'hui qu'hier. Car aux dogmes simplificateurs sont venus s'ajouter toute une série de réalités qui circulent, que ma collègue connaît bien, nous en parlions tout à l'heure, et que vous connaissez aussi comme les théories du complot. Théories du complot qui sont toujours construites sur la même logique. On vous fournit un espèce de savoir à bas prix, très attractif, qui clôture votre désir d'apprendre et qui vous enferme dans une certitude dont vous ne pourrez que très difficilement vous sortir. Ces théories du complot, on les voit fleurir aujourd'hui de plus en plus, et encore actuellement, je découvrais hier sur la toile que toute une théorie du complot circule aujourd'hui chez les adolescents qui, autour de l'idée que ce sont les Illuminati qui auraient exporté le coronavirus en Chine pour venger l'Occident de la domination de l'Orient. Vous savez que les Illuminati sont ce groupe de personnes dont les plus importants intellectuels de la Renaissance auraient fait partie, comme Léonard de Vinci, etc., etc. On ne sait pas s'ils existent toujours, mais on voit bien qu'il y a quelque chose de séduisant dans l'idée que les Illuminati, pour assumer l'héritage de Léonard de Vinci, de la Renaissance et de l'Occident chrétien, contre l'impérialisme chinois, seraient allés inoculer à la Chine le coronavirus qu'ils auraient mis au point dans les anciennes catacombes de Rome. Alors ça vous amuse, et ça nous amuse tous évidemment, ce type de choses. De la même manière que nous amuse, on en discutait tout à l'heure, l'existence de groupes qui s'affichent clairement platistes, c'est-à-dire qui disent très clairement que la Terre est plate, et que si nous ne pensons pas que la Terre est plate, c'est que nous sommes intoxiqués par une propagande qui nous veut du mal. De même qu'il existe des théories du complot, vous en trouvez des quantités sur YouTube qui vous parlent du fait que la Terre est creuse et qu'Israël l'a remplie de bombes pour faire sauter les pays arabes, que le 11 septembre est une opération entièrement montée par la CIA, que l'homme n'est jamais allé sur la Lune, et ainsi de suite. Toutes choses qui sont très séduisantes pour les adolescents et vers lesquelles ils se précipitent parce que d'une certaine manière, ça leur fournit, sans trop de recherche ni d'investigation, des certitudes qui viennent leur apporter le sentiment de comprendre enfin le monde et d'avoir la clé de la compréhension de l'univers, le chiffre d'or au sens de Pythagore. D'ailleurs, les moteurs de recherche dont nous disposons sur Internet vont faire émerger rapidement, très tôt, les théories du complot. Il ne faut pas croire, évidemment, qu'un moteur de recherche classe ses résultats par ordre de vérité. Il les classe par ordre d'attractivité. Et en plus, il les classe de telle manière à satisfaire toute une série de gens, qui sont ses annonceurs, bien sûr, et qui sont là pour payer et faire remonter un certain nombre de résultats quand vous tapez sur le moteur de recherche. Alors bien sûr, plus aucun d'entre vous, puisque vous avez tous bien compris que vous étiez là des cœurs de cible particulièrement vulnérables, n'utilise un moteur comme Google. Vous avez tous transité vers des moteurs de recherche indépendants qui ne vous pistent pas, qui ne vous tracent pas, qui ne conservent pas vos coordonnées, qui ne les revendent pas à des annonceurs publicitaires. Donc vous utilisez QWant, qui est un moteur français par exemple, ou d'autres moteurs de recherche indépendants, parce que vous avez bien compris à quel point Google, grâce à ses algorithmes, faisait de vous une sorte de robot vous vendant en permanence ce que vous avez déjà acheté, puisque le principe des algorithmes commerciaux, c'est pas de vous faire découvrir des choses nouvelles, c'est de vous faire acheter en permanence ce dont on sait que vous êtes friand. C'est la raison pour laquelle, quand vous allez dans un restaurant chinois, si vous disposez d'un smartphone
et que vous êtes sur Google Maps, eh bien, le même smartphone vous proposera des restaurants chinois en permanence, parce qu'il pense que vous aimez les restaurants chinois. Si vous allez sur Amazon commander un livre policier, eh bien, vous aurez tout de suite, dès votre visite, vous avez aimé, vous aimerez, et on ne vous proposera plus que des livres policiers. On ne vous proposera jamais un livre de poésie, un livre de philosophie ou un livre d'histoire, puisque le principe des moteurs de recherche et des algorithmes, c'est de piéger votre soi-disant identité, de vous y enfermer et de vous labelliser comme consommateur attitré d'un type de produit que l'on va s'obstiner en permanence à vous proposer et à vous reproposer. Donc les moteurs de recherche vous assignent en quelque sorte à des identités, vous assignent à répéter en permanence les mêmes choses. Ils sont le contraire même de l'éducation à cet égard, hein. L'éducation, ça consiste à faire aimer la poésie aux gamins qui ne lisent que des romans policiers et à faire aimer les romans policiers à ceux qui ne lisent que la poésie. C'est-à-dire à faire découvrir des horizons nouveaux. À cet égard, l'algorithme numérique, c'est l'inverse de l'éducation, puisque ça vous enferme dans ce que vous avez déjà fait, au lieu de vous faire découvrir des choses nouvelles auxquelles vous n'avez pas eu encore accès. L'objectif de ces algorithmes, c'est le même que celui des théories du complot, c'est de vous enfermer dans une identité à la fois intellectuelle et psychologique, c'est de vous mettre en situation de reproduire à l'infini des slogans, des comportements, d'exporter et d'intérioriser en même temps les certitudes que l'on vous vend. Alors, si je me suis permis d'introduire les choses comme cela, c'est parce qu'il me semble que sur cette question, on est souvent un peu naïf et qu'il faut tenter d'être contre-intuitif, de penser contre les intuitions premières. Oui, les enfants sont curieux, mais non, apprendre ne se construit pas spontanément. Oui, les enfants veulent percer le mystère de l'univers et de leur propre naissance, mais non, ils ne sont pas spontanément amenés à travailler pour y parvenir. Ils peuvent beaucoup plus facilement être séduits par des paroles qui sont des paroles attractives, mais dont l'attractivité ne garantit en rien la vérité. Et ils seront d'autant plus séduits par ces paroles attractives qu'elles se présentent comme définitives et qu'elles sont en quelque sorte une manière de penser P-A-N et non pas P-E-N, la blessure initiale de la naissance, pour éviter d'avoir à penser P-E-N, cette blessure initiale. On la pense en vous donnant en quelque sorte une espèce de nourriture qui est l'équivalent de la nourriture que vous aviez quand vous étiez dans ce stade prénatal si extraordinaire que Freud en a fait, il a vu là la source du mythe du paradis terrestre. Eh bien, vous étiez dans ce monde-là pleinement heureux, pleinement satisfait, vous avez découvert la frustration, vous ne supportez pas cette frustration, on va poncer P-A-N, cette frustration, pour vous éviter de la penser P-E-N, cette frustration. Alors on va la penser en vous donnant satisfaction avec de la consommation d'objets, avec des théories du complot, avec des certitudes sous forme de slogans faciles à mémoriser et toujours fondées sur la théorie du bouc émissaire. On va, en d'autres termes, vous laisser patauger dans l'infantile, qui n'est pas l'enfance. L'infantile, c'est le désir de revenir à l'état où l'on n'avait aucun désir, c'est-à-dire le fait de refuser d'assumer l'inachèvement, la recherche, de refuser d'assumer cette position qui est intranquille, qui est la position dans laquelle on se met en route sans savoir nécessairement où on va. Parce que les théories du complot dont nous parlons, je les ai rencontrées il y a 2 ans, 3 ans, puisque avec la Fondation de France, je pilotais toute une opération de lutte contre
l'endoctrinement, qui s'appelait « Tu ne m'auras pas », et qui cherchait à vacciner en quelque sorte les gamins contre ces théories du complot. Et qu'est-ce que j'ai vu? D'abord, qu'elles étaient très nombreuses, qu'ils y croyaient dur comme fer, et qu'en plus, elles mettaient un terme à la recherche intellectuelle. C'est-à-dire que elle fonctionne comme une manière de dire voilà, maintenant vous savez tout, il n'y a plus rien à chercher. Il n'y a plus rien à chercher puisque vous savez tout, puisque je vous donne la clé qui vous permet de tout savoir et de tout comprendre. Il y a des choses à chercher sur le 11 septembre. Bien sûr qu'on ne sait pas tout, mais c'est plus compliqué d'accepter qu'on ne sait pas tout que de se précipiter sur une théorie du complot qui vous donne une sorte d'explication quasiment mythologique et qui vous laisse entendre que tout ceci est monté de toutes pièces. Alors oui, je crois qu'il y a dans cette attractivité de la certitude quelque chose qui est fondamentalement un obstacle à l'accession à la pensée libre et à la pensée critique. Nous sommes dopés aux certitudes. Et les populismes qui montent dans un certain nombre de pays, je pense au Brésil où j'étais il y a peu de temps, eh bien, sont pour l'essentiel des gens qui mettent la population sous perfusion de certitudes. Certitudes caricaturales, certitudes le plus souvent lacunaires sous forme de slogans, mais qui empêchent les gens de s'interroger et qui font d'eux des êtres qui obéissent docilement à celui qui se présente comme leur leader, celui qui possède la vérité à leur place. Il y a là, je crois, quelque chose d'important, quelque chose qui me semble devoir nous alerter sur, et ce sera la fin de cette première série de remarques, sur cette problématique particulière qui est d'accompagner nos enfants dans un transfert problématique de la satisfaction de savoir à celle d'apprendre. La théorie du complot, c'est la satisfaction de savoir. La recherche, l'enquête, c'est la satisfaction d'apprendre. Transférer la satisfaction de savoir en satisfaction d'apprendre, c'est transférer un désir d'être comblé à celui d'être en recherche. Ce qui est un transfert finalement assez compliqué et plus difficile qu'on ne le croit. Deuxième série de remarques, pour aller un petit peu plus loin, je vais l'introduire par une anecdote personnelle. J'ai cherché dans mon histoire des anecdotes sur ce qui m'avait marqué dans ma propre scolarité. Il n'y a que 2 ou 3 anecdotes, moi ma scolarité est très ancienne maintenant, qui émergent de cette scolarité, et en particulier de ma scolarité primaire. Et parmi ces 2 ou 3 anecdotes, il y en a une tout à fait étonnante, dont je me souviens de manière extrêmement précise, et qui pourtant est totalement anecdotique. Lors d'une leçon de géographie, je crois que c'était en 8e, donc l'équivalent du CM1, mon instituteur d'alors nous avait parlé du découpage administratif du département du Finistère. Vous voyez, je vais tout vous dire. Et nous avait expliqué que ce département était découpé en Finistère Nord et Finistère Sud. Alors, sans savoir pourquoi du tout, cette anecdote m'avait frappé, ça m'avait frappé. Et le soir, au repas familial, j'avais rapporté cela à mes parents, et en particulier à mon père, qui m'avait regardé avec étonnement, qui m'avait affirmé « Tu as du mal comprendre ce qu'a dit ton maître. Je n'ai jamais entendu parler de cela, c'est vraiment une ânerie. » J'étais un jeune garçon, je me suis trouvé en quelque sorte en contradiction entre ce que m'avait dit mon maître et ce que me disait mon père. Alors, piqué au vif, j'avais une solution. Je suis allé chercher ce qui existait alors dans toutes les familles, qui existe moins aujourd'hui, le calendrier des postes. Et j'avais montré à mon père, avec une vraie satisfaction de gamin, que c'était mon instituteur qui avait raison et lui qui avait tort. Alors cette anecdote m'a beaucoup marqué. Elle m'a beaucoup marqué, elle est dérisoire.
quelques années plus tard, de nombreuses années plus tard, j'ai raconté cette anecdote à mon père, qui évidemment n'en avait lui strictement aucun souvenir. Hein. Alors je craignais qu'il en ait été humilié, etc., etc. Bon, je voulais lui dire que j'en étais fâché, que je regrettais. Mais en réalité, je pense que j'ai vécu là quelque chose d'assez fondateur pour toute personne, que j'appellerais volontiers le dialogue des croyances et des connaissances. Au fond, j'ai été confronté à deux opinions, celle de mon instituteur et celle de mon père. Et pour les arbitrer, j'ai été amené, pour arbitrer entre elles, à aller chercher quelque part une validation de ce qui me paraissait être la bonne, et en l'occurrence, c'était plutôt celle de mon instituteur que celle de mon père. Je pense d'ailleurs que l'école a en grande partie la responsabilité de faire mentir le père, c'est-à-dire de montrer aux enfants que le père n'est pas le seul horizon de la vérité pour lui. Ce qui n'est pas facile, hein. Ce qui n'est pas facile. Et en particulier, ce qui devient très compliqué dans des situations dominées par ce qu'on appelle le communautarisme. Hein, dans une situation dominée par le communautarisme, faire mentir le père est même la pire des fautes. Hein, c'est impossible. Donc là, l'école m'a permis de montrer à mon père qu'il avait tort. Elle m'a permis de distinguer ce que j'ai toute ma vie ensuite cherché à distinguer pour mieux les faire dialoguer, mes opinions et mes connaissances. Et je pense qu'il y a là quelque chose d'absolument central dans la formation de la liberté. Nous avons tous des opinions, mais les opinions ne sont pas fondées sur des vérités scientifiques. Elles sont fondées en lien avec nos convictions, sur des croyances en des valeurs. Ces opinions sont non seulement légitimes, mais on ne peut pas ne pas en avoir. C'est-à-dire, celui qui prétend ne pas avoir d'opinion, d'abord c'est une opinion, et ensuite, en réalité, il en a plein, parce que sa vie quotidienne, si on la regarde dans le détail, va témoigner de toute une série de choix qui sont des choix de valeurs. Bon. Donc on a tous des opinions qui ne sont pas légitimes dans le domaine scientifique. Mais ces opinions, à un moment ou à un autre, peuvent se trouver en contradiction avec des connaissances. Et je pense que ce qui crée la dynamique de la liberté à l'intérieur d'un sujet, c'est quand il accepte d'assumer cette dialectique entre ses opinions et ses connaissances. C'est-à-dire quand il accepte qu'une connaissance, eh bien, vienne contredire une opinion, par exemple. Ce qui n'est pas facile, hein, parce que nous savons bien, nous avons des études là extrêmement approfondie sur ce qu'on appelle la dissonance cognitive, que quand une connaissance vient contredire une opinion, eh bien nous la censurons, cette connaissance, parce qu'elle contredit une opinion que nous avions. Hein. La théorie de la dissonance cognitive est très connue des gens qui organisent dans les supermarchés les étalages. Hein. Elle consiste par exemple à mettre un grand panneau d'1 mètre sur 1 mètre avec un moins 30% à l'entrée d'un rayonnage, et puis d'inscrire en tout petit au pied du même rayonnage, ceci ne vaut que pour les produits si vous les achetez comme ceci, comme cela, et pour le produit en question, ça n'est que 5%. En réalité, on s'aperçoit, c'est la théorie de la dissonance cognitive, que les gens, dès lors qu'ils ont intégré la première idée, moins 30%, ne regardent pas la deuxième information qui leur est donnée, et si elle est contradictoire avec la première, ont tendance à la censurer. Hein. On a étudié ça aussi sur la manière dont les professeurs corrigent les copies des élèves. C'est-à-dire, quand on dit à un professeur que des élèves sont des mauvais élèves, alors qu'il devrait mettre de meilleures notes, puisqu'à résultat égal, si on est un mauvais élève, on a droit à une meilleure note. Si on dit à un professeur que c'est un mauvais élève, eh bien, il va baisser la note. Et s'il trouve de bons éléments dans la copie, il va avoir tendance à ne pas les voir. De la même manière que si dans une copie qu'il juge bon, il trouve des erreurs ou des fautes, il va avoir tendance à ne pas les voir parce qu'elles contredisent l'idée initiale qu'il pouvait avoir. Donc oui, c'est pas facile de faire dialoguer les convictions avec les connaissances.
le professeur qui a la conviction qu'il s'agit d'un bon élève et qui découvre une erreur dans la copie, on sait qu'il va avoir tendance à l'écarter, à l'éliminer. Il fonctionne de la même manière que celui qui est endoctriné et qui, au nom de sa doctrine, refuse l'évolutionnisme de Darwin ou refuse que les hommes et les femmes aient le même cerveau, par exemple. Voilà. On trouve des exemples sur Internet, très nombreux, de gens qui prétendent que les hommes et les femmes n'ont pas le même cerveau, que c'est des cerveaux qui fonctionnent différemment, selon des principes différents, alors que nous savons bien sûr que c'est absolument faux. Nous avons exactement le même cerveau structurellement, ce qui ne veut pas dire que nous avons la même histoire, ni que nous sommes conditionnés sociologiquement de la même manière, mais nous avons structurellement le même cerveau. C'est compliqué d'assumer des connaissances qui viennent contredire nos convictions. C'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est la clé de la liberté et de tout progrès intellectuel. De tout progrès intellectuel. Il y a un auteur que j'aime bien en pédagogie qui s'appelle John Dewey, qui a développé cela d'une manière très forte dans un livre qui s'appelle La quête de la certitude. Il distingue deux types de certitudes, deux types de croyances humaines, il dit. Il dit, nous avons deux types de croyances, celles concernant des existences effectives, ainsi que le cours des événements, les croyances portant sur les choses, sur les faits objectifs, et celles concernant les finalités et les valeurs, les biens à atteindre et les maux à éviter. Celles qui concernent ce qui s'est passé, ce que j'ai vu, ce que je sais, ce qui a été démontré, et celles qui concernent mes valeurs, ce que je crois être bien pour moi et pour les autres, ce à quoi j'adhère et ce vers quoi je veux me tourner. Et Dewey ajoute, la question de savoir comment ces deux manières de croire peuvent interagir de la façon la plus efficace et la plus féconde constitue le problème le plus général et le plus important de la philosophie. Mais aussi, dit-il, la question la plus pressante que tout être humain doit affronter au quotidien. C'est que la confusion de ces deux éléments est génératrice de bien des déboires. On pourrait étudier cette confusion dans les deux cas. Rechercher comment ça se passe quand on prend des faits pour des valeurs. Quand on prend des faits pour des valeurs, ou quand on croit que considérer les faits suffit et que nous n'avons pas besoin de valeurs pour nous diriger dans la vie. Si nous avons besoin de valeurs, les faits ne nous disent jamais rien sur les finalités. Ce qui arrive ne nous dit pas ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver, c'est à nous de le décider, de le prévoir, de le proposer. Ce sont des valeurs qui nous permettent de nous diriger vers cela. Et de la même manière, ceux qui considèrent que leurs valeurs à eux sont des faits, c'est-à-dire qu'une valeur, une idéologie, une croyance dans un idéal, ça vaut la même chose que la gravitation universelle ou que le théorème de Pythagore, se trompent complètement. Et il concatène en quelque sorte les deux registres qui sont le registre de la conviction et le registre de la connaissance. Alors qu'ils devraient mettre l'un et l'autre en dialogue permanent. Nous avons travaillé dans le cadre de l'opération dont je parlais, Tu ne m'auras pas, mais aussi dans le cadre d'un travail que j'ai accompagné sur la déradicalisation des jeunes mineurs en prison. Nous avons accompagné toute une série d'opérations qui visaient à essayer de faire accéder des jeunes adultes ou des grands adolescents enfermés dans des postures totalement dogmatiques, radicales, de les faire accéder à une pensée un peu plus ouverte. C'est très compliqué, c'est très difficile. C'est très difficile. Et c'est d'autant plus difficile si, face à leur certitude, vous leur balancez une autre certitude. Parce qu'à ce moment-là, c'est certitude contre certitude. Et qu'est-ce qui justifie d'abandonner ma certitude pour une certitude qui m'est imposée par un autre ? Pourquoi j'abandonnerai ma croyance si ce que tu me proposes n'est qu'une autre croyance ? Et qu'est-ce qui me prouve que ta croyance est meilleure que la mienne ? Si c'est croyance contre croyance, à la rigueur, c'est le plus fort qui l'emporte. Comment déstabiliser cela ? C'est très compliqué. Alors, j'ai regardé comment on fait ailleurs. C'est pas évident. J'ai étudié, par exemple, avec des collègues aux États-Unis, la question du créationnisme et de l'évolutionnisme tel que se le représentaient les citoyens américains.
Ça fait déjà 30 ans qu'à l'école aux États-Unis, on apprend l'évolutionnisme. Mais on a encore près de 80% des Américains, 77 ou 78 si mes souvenirs sont exacts, qui sont créationnistes. Donc qui croient dans le créationnisme et qui, au nom du créationnisme, réfutent toute forme d'évolutionnisme, le darwinisme par exemple, et toute forme de néo-darwinisme. Ça veut dire que l'école leur a enseigné le darwinisme comme une sorte de conviction contre leur conviction créationniste, et qu'il y a eu deux certitudes qui se sont affrontées, dont l'une est restée gagnante, et laquelle est restée gagnante, c'est celle qui est dominante dans la société, puisque la société américaine est massivement créationniste. Et les collègues américains nous disaient, il y a quelques cas où ça ne s'est pas passé comme ça. Mais c'est compliqué pour que ça ne se passe pas comme ça. Pour que ça ne se passe pas comme ça, il faut que la personne à qui on demande de considérer les théories de l'évolution de Darwin comme étant contradictoires avec le récit de la Genèse de la Bible, ne se sente pas humilié parce qu'on lui dit ça, humilié dans son identité et dans ses croyances. Donc il faut lui laisser une porte de sortie. Et il faut lui laisser la possibilité de penser que le récit de la Genèse a un statut qui n'est pas un statut scientifique, mais qui dans le registre de l'humain s'appelle un statut symbolique et qui renvoie à une autre réalité que la réalité scientifique. Autrement dit, si je veux avoir des chances de convaincre quelqu'un qui est créationniste d'accepter des arguments évolutionnistes, il faut que je lui permette de trouver un moyen de sauver pas seulement la face, mais de sauver ses convictions religieuses en transformant le statut du discours biblique. Ce qu'en Occident nous avons tous fait depuis longtemps, puisque ça fait, disons, 60 ou 80 ans que l'immense majorité des citoyens de l'Occident ne sont plus créationnistes, mais adhèrent massivement aux théories évolutionnistes, même si par ailleurs ils croient en Dieu. Parce que pour eux, il n'y a pas contradiction entre la conviction de la grandeur de Dieu, je mets des guillemets, tous les guillemets que vous voulez, et la réalisation de la construction et de l'évolution des espèces à travers l'approche que peut en faire la science. Mais pour cela, il faut que je puisse donner à celui qui a cette conviction créationniste, que je puisse lui donner un moyen de garder sa conviction en accédant à la connaissance, ou plus exactement, de revoir le statut de sa conviction en accédant à la connaissance. Il faut que sa conviction, il l'aperçoive comme étant une conviction légitime dans le domaine de la croyance, mais qui n'a pas à légiférer dans le domaine des connaissances. Il est légitime dans le registre de la croyance d'avoir la foi en un être suprême qui aurait été à l'origine du monde. Il est légitime de considérer le récit de la Genèse comme une fable extraordinaire, admirablement bien écrite, qui n'a rien à envier à Rimbaud, à Baudelaire et à tous les poètes. Il est légitime d'aimer ce texte et d'aimer le lire et d'y voir une forme d'exaltation de la grandeur d'un être suprême. C'est parfaitement légitime. Je ne t'empêche pas de faire ça. Je te demande simplement de comprendre que le registre dans lequel se situe ce texte n'est pas tout à fait le même que le registre de la démonstration scientifique de Darwin. Et que quand Darwin va aux Galapagos, qu'il voit les tortues, et qu'il voit qu'il y a des tortues qui ont des longs coups, d'autres qui ont des petits coups, et qu'il comprend que pour qu'il y en ait qui ait comme ça des longs coups et des petits coups, il faut qu'il y ait eu un certain nombre de mutations génétiques, etc., etc. Quand il émet cette hypothèse et qu'il va la vérifier, y compris à la fin de sa vie, en cultivant des millions de vers de terre pour vérifier comment les lombrics fonctionnaient, etc., etc., il est dans une démarche scientifique, mais il n'est même pas sûr que, on n'a pas de témoignage clair là-dessus, que Darwin n'ait pas conservé par ailleurs, si ce n'est une vision déiste du monde, du moins est accepté que certains ou certaines puissent avoir une vision déiste du monde, qui ne lui paraissait pas fondamentalement contradictoire
avec ses démonstrations. Alors si je me permets de vous dire cela, c'est parce que, comme le dit très justement Dewey, dont je vous parlais tout à l'heure, la certitude, et je cherche la citation exacte parce qu'elle me paraît particulièrement intéressante, la voici. La certitude n'est pas à concevoir comme l'horizon de la pensée. Elle est sa croix, son fardeau, le risque qu'il lui faut éviter, la tentation dont il lui faut se départir. Je vous prie de m'excuser. Ce que Dewey retrouve dans la certitude, réprouve dans la certitude, ce n'est pas tant le confort. Excusez-moi, ça y est. Alors, je continue. Ce n'est pas tant le confort qu'elle procure, mais c'est que, dit-il, la certitude représente un point de butée. Un point de butée, c'est son expression, qui empêche le développement de la pensée. Et il ajoute que ce qui va, en revanche, permettre le développement de la pensée, eh bien, c'est cette dialectique, ce dialogue entre des convictions et, Dewey dit, nous ne pouvons pas ne pas avoir de convictions. Celui qui pense qu'il n'a que des connaissances est un imposteur. Il a forcément des convictions. Et celui qui pense qu'il n'a que des convictions est un imposteur parce qu'il a aussi, sinon il ne pourrait pas vivre dans le quotidien, des connaissances. Pourtant, nous avons du mal aujourd'hui à assumer cette incertitude, ce dialogue entre les convictions et les connaissances. On a du mal parce que, un peu dans tous les domaines, une vision que j'appellerais scientiste de la société laisse penser que toute question ou toute interrogation sur les valeurs serait illégitime. En éducation, par exemple, on a aujourd'hui l'hégémonie de tout un courant de recherche extrêmement intéressant et qui produit des connaissances extrêmement importantes, que sont les neurosciences. Et on nous dit, il faut écouter les neurosciences pour savoir comment éduquer, comment enseigner à nos enfants. Très bien. Par exemple, les neurosciences nous donnent un certain nombre d'informations sur la façon dont fonctionne notre mémoire, à long terme, à court terme, avec un renforcement à tel et tel moment, etc. Mais les neurosciences ne vous diront jamais ce qu'il faut faire mémoriser aux enfants. Est-ce qu'il faut leur faire mémoriser des listes de vocabulaire anglais, des sourates du Coran, des listes de départements, des poèmes de Verlaine, ou autre chose? Ça, c'est bien à l'éducateur, quand même, de se poser la question. Et la science ne peut pas répondre à cette question. Aucune science ne peut répondre à la question du pourquoi et du pourquoi. La science ne répond qu'à la question du comment. La science peut m'aider pour savoir comment faire, comment mieux faire, et encore, il faut y regarder de près, mais elle ne peut pas se substituer à ma décision quand il s'agit de savoir à quoi je donne de la valeur, sur quoi j'ai envie de mobiliser mes élèves ou mes enfants, qu'est-ce que j'ai envie de valoriser à leurs yeux pour qu'ils y adhèrent. Donc on voit bien qu'il y a toute une manière d'exalter les connaissances scientifiques en dévalorisant, voire en niant la légitimité des valeurs, qui est tout à fait illusoire et même particulièrement dangereuse. C'est bien la tension entre les valeurs qui relèvent des convictions et les connaissances qui relèvent de la science qui nous fait progresser. Donc nous avons à prendre des éléments dans la science, mais nous avons aussi à réfléchir sur les valeurs dont cette science est porteuse. Quelle est la représentation de l'humain qui est présente dans les travaux des neurosciences? Est-ce qu'on n'est pas à terme dans une représentation qui serait celle plus ou moins d'un robot, de la réalité augmentée, de l'homme augmenté, qui finalement aboutirait à la négation de toute éducation à la liberté, puisque c'est le thème de cette série d'interventions. Il faut donc apprendre et réapprendre sans cesse, et j'en viens à ma troisième et dernière série de remarques, apprendre et réapprendre sans cesse à nos enfants que nos confrontations, toutes nos confrontations, mettent à la fois en jeu des faits objectifs et des convictions personnelles. Il faut apprendre et apprendre sans cesse à nos enfants que, comme le dit très bien
le rabbin Delphine Horviller dans un de ses derniers ouvrages. La vérité n'est la propriété de personne. Celui qui dit la posséder est prêt à détruire le monde à coups de certitude. La certitude, dit-elle, c'est ce qui rend chacun prêt à détruire le monde. Prêt à détruire le monde à coups de certitude dans le débat public ou dans la discussion entre amis. Moi je sais, vous ne savez rien. À coups de gueule, dans la famille ou dans la classe, à coups de poing dans la rue ou sur les réseaux sociaux, à coups de fusil ou d'explosifs, un peu partout dans le monde, on voit bien que ce sont les certitudes qui sont toujours là derrière. Les inquisiteurs et les bourreaux, les dictateurs et les tyrans incarnent depuis toujours cette radicalité de la certitude. Je sais et donc j'ai tous les droits. Ils enrôlent sans le moindre scrupule des êtres en quête de sens et de reconnaissance. Ils profitent de la misère des uns ou de la fragilité des autres pour recycler sur un marché qui est désormais mondialisé quelques vieilles certitudes qu'ils échangent simplement contre la sortie de la solitude. C'est ça le marché pour beaucoup de jeunes aujourd'hui. C'est je te vends de la certitude, adhère à ma certitude et tu sortiras de la solitude. Parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde de solitude. Le monde de chacun devant son écran est un monde de solitude. Bien plus un monde de solitude que le village ou le quartier de jadis, où les échanges et le lien social étaient beaucoup plus visibles et où, à l'exception de quelques individus, chacun était enrôlé en quelque sorte dans des liens sociaux qui le sortaient de la servitude. Aujourd'hui, le marché, c'est bien racoler les jeunes à la certitude, mais à terme, c'est la servitude qu'il y a derrière la certitude. Alors à côté des grandes idéologies radicales, qu'elles soient populistes ou communautaristes, qui nous vendent des certitudes, on pourrait croire que les seigneurs de la consommation et du numérique jouent petit bras. C'est pas vrai. Ils racolent aussi nos jeunes en permanence à la certitude. À la certitude. Aussi efficacement que jadis on les séduisait. Vous vous souvenez de l'histoire du joueur de flûte. Ils colportent, les seigneurs du numérique, à grande vitesse, les slogans les plus simplificateurs pour mettre les jeunes sous leur emprise. Ils sollicitent en permanence leurs pulsions archaïques, la promesse du plaisir immédiat, la réduction du monde à un slogan. Ils diffusent massivement les fausses promesses et les vraies fake news, d'autant plus si elles sont un peu croustillantes et si on peut rapidement les colporter soi-même dans son entourage. Se crée ainsi une sorte d'addiction à la fausse évidence qui érode progressivement toute velléité critique. Alors face à eux, l'éducateur, l'enseignante que vous êtes, on peut paraître bien démunis. Pourtant, nous ne le sommes pas. Face aux marchands de certitude et aux faiseurs de servitude, nous ne devons pas faire le cadeau de notre démission, ni même de notre découragement. Nous n'en avons pas le droit. Nous avons même profondément, me semble-t-il, le devoir d'assumer notre fonction de résistant et de résistant. C'est le philosophe et sociologue américain Nate Postman qui dit, c'est le titre d'un de ses livres, « Enseigner, c'est résister ». Enseigner, c'est résister, ça n'est pas se couler dans la demande sociale, ça n'est pas devenir soi-même comme la société, c'est repérer les dérives de la société et en prendre le contre-pied. Prendre le contre-pied des dérives qui menacent la société. C'est pourquoi, explique Postman, l'enseignant, l'éducateur n'a pas à avoir honte d'affirmer ses valeurs. La valeur du dialogue contre la collusion des intolérances, la valeur de la culture contre celle des ignorances. Et il a le droit, le devoir de faire valoir ses valeurs comme fondatrices de son activité quotidienne. Ce n'est pas les programmes qui font de l'activité quotidienne de l'enseignant. Ce n'est pas les programmes. Les programmes sont à la rigueur la fondation, mais ils n'en sont en aucun cas le fondement. C'est une différence essentielle. Cette salle, elle a des fondations. Fondations, elles sont nécessaires, c'est du béton, mais elle a un fondement. Elle a été conçue pour un certain usage dans un bâtiment qui lui-même a été conçu parce qu'il avait du sens dans une ville et qu'on voulait son existence. Ses fondations, ça n'est pas son fondement. Le fondement, c'est ce qui donne du sens à quelque chose. Les fondations, c'est ce qui, de manière solide, permet de construire la maison.
Les programmes sont à la rigueur, allez, acceptons-le, les fondations du métier d'éducateur et d'enseignant. Ils ne sont en aucun cas le fondement. Le fondement n'est pas dans les programmes. Le fondement, il est en réalité dans ce travail quotidien, difficile, qui est l'éducation à la liberté de penser, à la liberté de faire dialoguer en permanence les convictions et les connaissances. Alors, c'est possible, bien sûr. C'est possible comment? Eh bien, c'est possible à travers l'expérimentation scientifique, et nous avons déjà un certain recul sur cela. L'expérimentation scientifique dans les classes, et qu'on devrait faire dès les toutes petites classes. Elle existait à l'origine de l'école de la République, cette expérimentation scientifique. On l'appelait la leçon de choses, souvenez-vous. Hein, la leçon de choses. Aujourd'hui, on a d'autres mots pour désigner cela, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que par l'expérimentation scientifique, l'enfant découvre que s'il y a une pile, 6 fils et 3 ampoules, celui qui a raison, c'est pas celui qui crie le plus fort, ni celui qui a les plus gros bras pour taper sur les autres, c'est celui qui sait brancher la pile, les ampoules et les fils de telle manière que les ampoules saluent. C'est-à-dire que c'est le réel qui arbitre entre les yeux, et non pas la violence qui arbitre entre les yeux. Déjà, accéder à cela, c'est accéder à quelque chose. Hein. C'est accéder à quelque chose. C'est accéder à l'idée qu'il peut y avoir des faits qui contredisent nos intuitions ou nos convictions. Et que ces faits doivent être pris en compte, doivent être entendus. Dans l'expérience que j'ai accompagnée sur les jeunes dans les prisons, les jeunes adolescents et adultes radicalisés dans les prisons, nous avons pris un parti particulier. Il y avait plusieurs expériences qui étaient faites, je crois que la nôtre était plutôt bonne. On a pris le parti de les faire travailler pendant une semaine complète sur une seule thématique. Alors, surtout pas parler du Coran. On ne va pas envoyer croyance contre croyance. Leur dire le Coran ça vaut rien. Si je leur dis le Coran ça vaut rien, ils vont se bloquer. Qu'est-ce que ta croyance vient buter contre la mienne? Quelle est ta légitimité? Tu es le plus fort parce que je suis en prison, mais bon, c'est tout. Donc on ne leur a pas parlé du tout du Coran. On leur a fait une semaine autour de Galilée. Alors pourquoi Galilée? Pour des tas de raisons. D'abord parce que l'essentiel des écrits de Galilée ont été écrits en prison. Justement, et il parle en permanence de son emprisonnement, donc il y avait déjà un a priori positif, puisqu'on faisait travailler ces jeunes sur des textes de Galilée où il dit qu'il est en prison, comme eux. Et puis parce que Galilée décrit dans son journal comment il y a des faits qui viennent contredire certaines de ses convictions. Par exemple, la fameuse expérience où il a lancé depuis la tour de Pise les 2 balles, l'une en tissu et l'autre en ferraille, et s'est aperçu qu'elles descendaient à la même vitesse, et bien, il le dit très clairement, je n'ai pas facilement accepté qu'un fait que j'ai pourtant observé vienne contredire une conviction que nous avons tous et que j'avais moi-même comme tout le monde. Et donc notre hypothèse a été, avec ces gamins en prison, avec ces jeunes adultes en prison, ça a été de travailler avec eux et de leur faire même réaliser eux-mêmes des expériences de Galilée, pour leur faire éprouver ce que c'est que de rencontrer des connaissances, non pas qui obligent à abandonner ses croyances, mais qui donnent un autre statut aux croyants. Moi, j'oblige pas un jeune radicalisé à cracher sur le Coran. Ce serait la dernière des choses à faire, ce serait le radicaliser encore plus. Hein. Je lui demande de changer de posture sur ce que dit un texte qui est un texte symbolique, qui n'est pas un texte scientifique. Et je lui demande d'accepter que dans cette dialectique entre le symbolique et le scientifique, il y a du jeu. Il y a du jeu JEU et il y a du jeu JE. C'est-à-dire qu'il peut exister, lui, et que sa pensée peut exister là. Et ça me paraît quelque chose d'absolument essentiel. L'expérimentation scientifique. Je fais partie de ceux qui pensent que nos enfants aujourd'hui, à l'école primaire en particulier, ne manipulent pas assez, ne travaillent pas assez avec les objets eux-mêmes. Dans un grand colloque scientifique, il y a quelque temps, on nous demandait, à des collègues et à moi-même, de donner un objectif de fin d'école primaire. Alors, il y avait une surenchère d'objectifs extrêmement intello, etc.
moi j'ai donné un objectif très concret, j'ai dit j'aimerais qu'à la fin de l'école primaire, chaque élève de CM2 sache fabriquer un tabouret de bois à 3 pieds sans colle ni clou. Bon. Fabriquer un tabouret de bois à 3 pieds sans colle ni clou. Il faudrait que les enseignants l'apprennent, c'est déjà un vrai travail, quand même. Et ensuite, pourquoi? Parce que quand vous fabriquez quelque chose avec du bois, mais c'est la même chose avec la pierre, avec le carton, avec tous les objets, avec la terre, vous êtes d'abord obligé d'écouter la résistance du matériau. Vous ne pouvez pas être dans la toute-puissance. Vous ne pouvez pas être comme avec votre joystick à donner des ordres pour que les choses se réalisent immédiatement sur l'écran. Vous êtes obligé de faire avec. Faire avec. Faire avec, c'est essentiel. Hein. Faire avec, ça permet précisément de créer quelque chose, mais en tenant compte de la chose que l'on crée. Et je fais partie de ceux qui pensent que beaucoup d'enfants aujourd'hui ne rencontrent pas assez la résistance de l'objet dans leur vie. Ne rencontrent pas assez cette résistance et ne voient pas que cette résistance, c'est pas un obstacle à la pensée et à la création. C'est un atout formidable pour la pensée et la création. Il y a la résistance du bois, de la terre, des matériaux, résistance à nos caprices. Il faut que l'enfant découvre, et pas simplement en théorie, que c'est pas en gueulant sur les tomates qu'on les fait pousser plus vite. Évidence pour vous et moi. Pas évidence pour tous les enfants dont certains pensent que la colère et la violence peuvent résoudre tous les problèmes. Mais non, la colère et la violence ne peuvent pas faire pousser les tomates plus vite. Parce que le monde résiste à ma toute-puissance. Et parce que j'ai à apprendre à vivre avec cette résistance. Donc je crois à la nécessité de développer tout ça, comme je crois à la nécessité dans l'école de développer tout ce qui relève des débats structurés, organisés, à visée philosophique, comme on dit. Ces débats à visée philosophique où des enfants vont être amenés à réfléchir sur des sujets qui peuvent nous apparaître compliqués. Qu'est-ce que l'amitié ou des dilemmes? A-t-on le droit de mentir pour sauver quelqu'un? Mais réfléchir d'une manière approfondie, en se respectant les uns les autres, en ne se coupant pas la parole, en stabilisant un certain nombre de choses qui sont connues et en les séparant de ce qui relève des convictions individuelles. Tout cela, je crois que nous ne le faisons pas suffisamment. Alors vous me direz, nous ne l'avons pas eu dans notre éducation, cela, sans aucun doute nous ne l'avons pas eu, mais nous n'avons pas eu non plus le matraquage auquel nos enfants sont soumis et qui requiert, me semble-t-il, un surcroît de mobilisation de la pensée contre la régression infantile, contre la pulsion, contre l'adhésion immédiate et systématique aux certitudes qui nous sont proposées par les industries de programme. Alors oui, nous pouvons, je crois, faire des tas de choses, et nous pouvons introduire dans l'éducation familiale, comme dans l'éducation scolaire, une éducation à l'inquiétude, et non pas à la certitude et à la plénitude, à l'inquiétude. Mais pour que l'enfant accepte l'inquiétude, il faut que ça se passe paradoxalement dans un climat de quiétude. Il faut qu'il y ait un cadre qui soit suffisamment, alors on dit sécure chez les psychiatres ou les psychanalystes, pour que l'insécurité intellectuelle soit supportable. Si le cadre n'est pas suffisamment sécure au plan affectif, l'insécurité intellectuelle est insupportable et elle ne peut pas donner lieu à une pensée authentique, autonome, exigeante. Alors peut-être que nous avons là des objectifs ambitieux, mais il me semble que la formation à la liberté de l'humain, de l'homme et de la femme, du garçon et de la fille, de chacun et chacune d'entre nous, c'est cette capacité à résister et à aider nos enfants à résister à l'aspiration permanente par les schématismes, les simplifications et les embrigadements. Toutes les formes d'embrigadement, que ces embrigadements soient des embrigadements idéologiques ou qu'ils soient des embrigadements en termes de consommation, ce qui est à peu près la même chose, même si ce n'est pas toujours aussi dangereux. Je vais conclure pour nous laisser du temps pour réfléchir ensemble, vous laisser le temps de réagir en tant qu'enseignante et laisser à vous-même le temps de débattre de ces quelques propos, mais je conclurai par
simplement une citation d'un philosophe allemand, Adorno, dans un texte écrit en 1964 qui s'intitule « Éduquer contre Auschwitz ». Et Adorno dit ceci: « Exiger que la barbarie ne se reproduise plus est l'exigence première de toute éducation aujourd'hui. Qu'il y ait des hommes pour se faire les valets exécuteurs de ceux qui perpétuent la pire barbarie. Qu'il y ait des hommes pour renoncer à toute dignité. Qu'il y ait des hommes pour s'engouffrer derrière un leader et les slogans les plus simplificateurs. Voilà ce contre quoi nous devons croire que l'éducation peut encore un peu quelque chose. » Alors il est prudent, Adorno. Il ne dit pas que l'éducation peut tout. Il dit: nous devons croire que l'éducation peut encore un peu quelque chose. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, à la place où nous sommes, enseignants, parents, oncles, tantes, grands-parents, frères, sœurs, nous avons dans la cité éducative une place pour aider nos enfants à accéder à la liberté, à les aider à penser de manière critique et non pas à s'engouffrer dans les premières certitudes venues qui obturent, qui obèrent complètement toute possibilité de penser. Voilà, je m'arrête là pour ces réflexions liminaires. Je vais vous donner la parole pour réagir et puis nous discuterons encore un moment de ces questions. Merci de votre attention.